Gilles Rivière-Wechstein, le glyphosate illustre tout ça à la perfection. Rappelons juste le glyphosate, c'est quoi? Alors, c'est un herbicide total développé par Monsanto il y a une quarantaine d'années. Ouais. C'est aujourd'hui l'herbicide le moins toxique qui est sur le marché, le plus efficace et le moins cher. Il a toutes les qualités et il n'est plus la propriété de Monsanto depuis très longtemps. C'était, je le dis aussi, un non-sujet il y a 5 ans, puisqu'il y a 5 ans, tout jardinier qui se respectait avec un bidon de Roundup chez lui, et ça posait zéro problème pour qui que ce soit. Voilà. Donc il y a eu un renversement en 5 ans qui est extraordinaire. Mais alors est-ce que ce renversement, il s'explique par des raisons scientifiques, entre guillemets? D'abord, parce que quand on voit l'intensité, l'hystérie autour de ce glyphosate, est-ce qu'on a des certitudes scientifiques? Est-ce qu'on sait avec certitude si c'est un produit dangereux ou si c'est un produit plutôt inoffensif? Alors, il faut savoir que tout produit qui est mis sur le marché de ce type-là de pesticides, donc produits phytosanitaires, ne peut l'être que si des agences sanitaires du monde entier donnent l'autorisation. D'accord. Que disent ces agences sanitaires depuis 40 ans? Toutes, pas simplement celles des États-Unis, toutes. Elles disent que dans des conditions normales d'usage, ce produit ne pose aucun problème, ni pour l'environnement, au contraire, il est très vers de terre friendly, comme on dit, il pose pas de problème pour les abeilles, par exemple, qu'il est sans aucun souci pour l'être humain ou pour les animaux et l'être humain. Donc ce qui veut dire que toute personne qui prétend aujourd'hui ou qui laisse entendre que le glyphosate serait soit un perturbateur endocrinien, cancérigène, génotoxique, etc., tous ces gens-là sont contredits par l'ensemble de toutes les agences sanitaires, y compris, et je le répète, je le dis ici, c'est très important, y compris l'agence française, l'ANSES, qui est irréprochable. Oui, c'est ça, on ne peut pas douter de l'indépendance et de la compétence de ces agences. Ça, il faudrait la dissoudre. Ouais. Soyons clairs. Ouais, et vous et moi nous payons mais avec quand même, cette agence. Gilles, il y a l'avis du CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, qui a quand même été aussi un déclencheur et qui a dit attention, le glyphosate, c'est cancérigène. Non, pas du tout. Vous voyez, quand vous êtes tombé dans le piège. Il a dit le glyphosate, c'est cancérigène probable. Ça veut dire qu'il a un mécanisme qui pourrait éventuellement, on peut penser que, simplement, c'est une caractérisation du glyphosate qui a ensuite été contestée par les autres agences sanitaires, et c'est le risque intrinsèque qui est regardé. Maintenant, vous savez que le CIRC a déclaré dans la même catégorie les boissons à plus de 60 degrés, cancérigène probable, que le fait de travailler la nuit, cancérigène certain, l'alcool, cancérigène certain. Donc là, le CIRC ne fait pas une évaluation, si vous voulez, du risque en tant que tel. Elle dit, est-ce qu'il y a un mécanisme? Et les paysans, cet avis j'ai écrit un chapitre entier dans mon livre à ce sujet, cet avis a été contesté immédiatement par l'ensemble des agences sanitaires qui se sont ensuite penchées sur le sujet, qui ont regardé toutes les études sur lesquelles le CIRC base son avis, en disant, écoutez, désolé, nous ne partageons pas cet avis. Mais alors, expliquez-moi pourquoi il y a cette levée de boucliers contre le glyphosate, pourquoi les consommateurs sont convaincus que le glyphosate est un poison, comment on peut avoir un tel contraste entre ce qui semble être vraiment sur le plan technologique, scientifique, et les effets qu'on lui prête? Alors, pour 2 raisons. La première, parce que le glyphosate a été inventé par Monsanto. Monsanto, c'est le diable. Monsanto, c'est la société américaine qui, aux yeux des altermondialistes, toute la contestation anticapitaliste, incarne le méchant, le Satan, etc. Donc il a une mauvaise réputation par son fondateur, premièrement. Et deuxièmement, mais ça n'aurait jamais suffi. La véritable raison pour laquelle il y a tout cet emballement sur la question du glyphosate, c'est tout simplement parce qu'à partir du moment donné où le CIRC a fait cette déclaration, des cabinets d'avocats américains se sont dit, là, il y a du business à faire. Parce que des gens qui utilisent du glyphosate, il y en avait bien entendu des millions. Des gens qui ont un cancer, il y en a des millions. Et ce qu'ont fait ces cabinets d'avocats, c'est qu'ils ont recruté, en mettant des annonces à la télévision, recruter un certain nombre de gens en disant, voilà, si vous avez un cancer et que vous avez utilisé le glyphosate, venez nous voir, nous allons faire une class action contre Monsanto. Et les enjeux derrière cette affaire-là, aujourd'hui, c'est un enjeu qui se chiffre entre 2 et 20 milliards de dollars aux États-Unis. Sachant en même temps qu'aucun de ces cabinets d'avocats demande l'interdiction du glyphosate.
il demande une réparation pour les gens qui seraient atteints du cancer en disant c'est la faute à Monsanto. Et donc les négociations en coulisses qu'ils peuvent avoir, attendez, si Monsanto, entre 10 et 12 milliards de dollars. Monsanto n'est plus propriétaire du glyphosate. C'est le comble de l'ironie, c'est que Monsanto n'étant plus propriétaire du glyphosate, puisque Monsanto a été racheté par Bayer, et c'est très intéressant aussi, parce que Bayer a payé plus de 60 milliards de dollars pour acquérir Monsanto. Tellement que cette firme, si vous voulez, a quand même quelque chose dans son portefeuille. Ouais. Et depuis, mais ça aura eu lieu de toute manière, depuis les cabinets d'avocats donc poursuivent Bayer plutôt que Monsanto pour obtenir de Bayer, comme je vous l'ai dit, une somme qui, on pense, en serait entre 10 et 20 milliards de dollars. Le comble de l'absurde, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce produit ne sera pas interdit aux États-Unis. Donc on a affaire à un conflit financier américain. Or, il risque d'être interdit pour nos agriculteurs français. C'est quand même un comble. Oui, alors c'est ça. Quelle est la particularité française par rapport à ce rapport au glyphosate, même par rapport à nos voisins européens? Alors, c'est qu'en France, on est les champions de la contestation, et que je pense que les avocats américains s'en sont très vite rendus compte, et ils ont alimenté, à travers tous des éléments de langage, une contestation européenne contre le glyphosate. Pourquoi c'était très important? Parce que justement, face à l'avis du cirque, il fallait décrédibiliser toutes les agences sanitaires qui avaient donné leur accord au glyphosate. Parce que, bien entendu, c'était un argument clé pour Monsanto. Attendez, je vous dis que le cirque, ça, mais les autres agences disent le contraire. Et donc, vous avez tous ces Monsanto Papers, toutes ces campagnes pour essayer de faire croire à la population que derrière cette affaire, Monsanto dirige tout, a fait une sorte de grand complot pour tromper les agences, faire des fausses études, etc., manipuler. Et ça a pris en Europe, en France en particulier, peut-être parce qu'il y a quelques journalistes plus militants chez nous qu'ailleurs, mais le comble de l'absurde, c'est que vous n'avez pas du tout ce genre de campagne aux États-Unis. Il y a une petite contestation, mais rien à voir avec ce que vous voyez en France. Et puis, il y a une surenchère médiatique. Alors là, nos hommes politiques français sont très forts là-dessus, puisque à peine la décision européenne de réhomologuer le glyphosate pour 5 ans, qui a été faite il y a quelques années avec une majorité des pays membres qui l'ont accepté, y compris un pays comme le Danemark, qui est quand même pas un pays, c'est un pays très écologiste, si vous voulez. Le Danemark a voté pour la réhomologation, la France a voulu voter contre, elle a voté contre, et Emmanuel Macron en a fait un symbole d'une image verte qu'il allait se donner pour son mandat. Donc c'est devenu une sorte de totem, y compris au sein du gouvernement actuel, avec cette déclaration en disant nous allons même aller plus vite que le reste de l'Europe, puisque nous allons l'interdire d'ici 3 ans et pas 5 ans. Est-ce qu'on n'est pas en train d'affaiblir dangereusement, et là je ne parle pas que du glyphosate, parce qu'on voit bien que sur d'autres sujets, on a droit par exemple à beaucoup moins de produits pour traiter le riz en Camargue que les Italiens ou les Espagnols, et on voit bien que le riz est menacé en Camargue. Est-ce qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers à l'envers, entre guillemets, en étant avec une espèce de principe de précaution qui menace fondamentalement la compétitivité et l'existence même de notre agriculture? Mais Emmanuel, vous avez tout à fait raison, mais ça va beaucoup plus. Moi, j'appelle ça de l'autosabotage. Et nous l'avons déjà fait dans d'autres domaines. En économie, vous le savez mieux que moi. Vous pouvez me citer des exemples que je ne connais pas, mais il y en a plein, j'en connais certains aussi. Mais oui, vous avez entièrement raison. Nous sommes en train aujourd'hui de saboter notre propre agriculture, alors qu'elle encore aujourd'hui est une des plus performantes du monde, mais elle est en train d'être affaiblie au point où les importations, alors c'est le comble du ridicule aussi, on parle toujours de circuit court, et qu'est-ce qui monte de plus en plus? Les importations de produits, tout simplement parce que nous ne sommes plus en mesure de produire une nourriture de qualité compétitive. Notre balance commerciale avec le reste de l'Europe est déficitaire pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Absolument, et dans des secteurs où nous étions très très forts. Donc oui, il y a un risque, et ce risque, je pense qu'il est dû au fait que nous avons depuis 2 ou 3 présidences, depuis Nicolas Sarkozy, des gens à l'Élysée qui finalement n'ont pas un véritable souci du rôle stratégique de l'agriculture. Ils ont une vision de l'agriculture qui est exactement celle que Eddy a un petit peu décrite avec Martine à la ferme. Et alors, ils font des beaux discours, mais derrière, on voit bien que les actes ne viennent pas. Donc, chaque fois qu'une décision est prise en France, elle est prise souvent contre même les règlements européens. Et le comble, de nouveau, c'est que Emmanuel Macron avait fait la promesse
aux agriculteurs de dire il n'y aura pas de surtransposition française, donc on n'ira pas plus loin que le droit, que ce que nous impose l'Europe. On le voit dans l'affaire du glyphosate, c'était exactement le contraire qui a été fait. Donc c'est dramatique, et c'est dramatique pour notre agriculture, mais aussi pour les consommateurs, parce que, in fine, ce sont les consommateurs qui vont payer plus cher, et ce sont nos agriculteurs qui ne pourront plus produire. Donc le cas du glyphosate, pour moi, c'est véritablement l'expression de certainement la plus grande manipulation médiatique de ce début du siècle. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais au début de l'émission, avant, il y a 5 ans, c'était un non-sujet. Et les gens n'avaient rien contre le glyphosate. Il n'y avait pas une opposition pour ou contre comme il peut y avoir pour le nucléaire, pour les OGM, pour d'autres sujets. Or, aujourd'hui, vous faites un micro-trottoir, tout le monde vous dira la même chose, c'est dangereux, il faut l'interdire. Et c'est ce passage, ce basculement-là qui est interpellant. Comment on en sort de ce piège, finalement ? En donnant des véritables informations à la population, en leur faisant comprendre que sur ce sujet précis, elles ont subi une manipulation et qu'il faut prendre du recul. Maintenant, je pense que les gens savent très bien qu'on ne peut pas toujours faire confiance à ce qu'on écoute et ce qu'on entend. Et donc là, il faut que les gens se posent les véritables questions. Je pense qu'au cœur de cela, il faut que nous réapprenons à avoir confiance dans les agences sanitaires. Nous avons des experts que nous demandons. Mais encore une fois, avec ce qu'on disait avec Eddy sur le rapport à la science aujourd'hui, on a l'impression que finalement, la vérité scientifique n'est plus qu'une opinion comme les autres. Absolument. Et ça, je pense que c'est le cœur du sujet. C'est comment, dans un pays de la raison, dans un pays de Descartes, dans un pays de Pasteur, dans un pays où nous avons une tradition de grands scientifiques, comment est-ce qu'on a pu faire en sorte que la voix de la science s'efface face à la voix de l'opinion, face à la voix finalement du commerce du café. Et ça, effectivement, c'est un vrai sujet qui dépasse bien entendu celui du glyphosate, mais qui est certainement le principal sujet des années à venir. Si nous voulons encore avoir une société basée sur la raison, basée sur ce pacte républicain qui est de croire dans les institutions que nous avons mis en place. Je le répète, nous avons en France l'ANSES. L'ANSES est irréprochable, et pour toute personne qui doute de la question du glyphosate, je lui propose simplement de reprendre l'avis de l'ANSES et de ne pas se fier à ce qu'on entend ailleurs.